Et bonjour et bienvenue sur Radio Fil de l'eau, bienvenue dans At Home, votre émission du confinement avec Josette. Salut Josette. Salut Kevin. Comment vas-tu ? Je vais très bien aujourd'hui. Oui. Toujours confiné ? Alors oui, encore, plus pour très longtemps si tout va bien, Inch'Allah. Mais que la force de Bouddha soit avec moi. Normalement, bientôt, je vais pouvoir ressortir de nouveau. Je l'espère, sans mon attestation et pouvoir éventuellement reprendre une activité quasi normale. Voilà, ça va être le sujet du jour, hein, ce déconfinement ou pas. Vous en a parlé hier et c'est on a enregistré pour vous, écouté pour vous et essayé de comprendre pour vous ce qu'a dit Édouard Philippe, de compiler c'était assez clair quand même, mais c'était très très clair effectivement. On a essayé de vous faire un petit résumé en vous expliquant ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris, avec plein de petits extraits du discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée. Pour ceux qui l'ont raté. Le confinement a été un instrument efficace pour lutter contre le virus, pour contenir la progression de l'épidémie, pour éviter la saturation de nos capacités hospitalières et, ce faisant, pour protéger les Français les plus fragiles. Mais tout à fait. Donc voilà, on commence. Donc l'idée aujourd'hui, comme on vous l'a dit, c'est de vous parler de ce discours d'Édouard Philippe qui a expliqué en fait comment allait se dérouler le déconfinement. Donc c'était le plan de déconfinement du gouvernement français. Oui, merci. On a tous les deux pris des notes. Oui. Voilà. Donc le discours du 28 avril 2020, ça c'est au cas où on fasse une rediff dans 10 ans. C'est ça. Voilà. Souviens-toi le confinement dernier. Oui, dans 10 ans, tu vois, quand on aura une autre période de confinement, ça, on est à la fin là. Attention, du coup, nous allons donner le titre de l'émission parce qu'on oublie à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est maintenant. Et c'est. Johnny Depp. Non, c'est pas ça. Édouard au confinement d'argent. Édouard Philippe au confinement d'argent. Voilà. Édouard Philippe au confinement d'argent. Vous êtes dans votre 27e At Home. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'article de presse, on part à la source, comme on vous le conseille à chaque fois. Et là, on va passer l'heure à parler du confinement et de ce qu'a dit donc notre Premier ministre, du déconfinement et de ce qu'a dit notre Premier ministre aujourd'hui. On va tous mourir! On va tous mourir! Bouclier anti-mourant! Bouclier empêchant la mort de passer! Bouille protégeante! Bon, désolé pour le mauvais goût peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Non, c'est juste histoire de prendre les choses à la légère. Bien sûr, il ne l'a pas dit du tout ça. Il a annoncé son plan. C'est pas le plan du gouvernement. Voilà, non, c'est pas celui-là, non. Le plan du gouvernement n'est pas de tous mourir. Le plan du gouvernement, déjà, ça a été la manière dont il a présenté les choses et où il nous a dit que nous allions devoir, bien entendu, maintenant vivre avec ce virus. Oui, puisque... effectivement, comme il l'a dit... Alors j'ai la citation, elle dure 1 minute 40, si on commence comme ça on va pas y arriver. Excusez-moi, non, du tout, au contraire, si on commence à diffuser tout ce qu'on a mis de côté, on a pour 20 minutes à écouter Édouard Philippe, qui va nous laisser très peu de temps pour discuter. Mais pourquoi pas ? On peut peut-être le pas du tout, dire, d'accord, lui. Non, d'accord. Non, mais vas-y. Okay. Que voulais-tu nous dire, José ? Non, mais effectivement, il parlait des scientifiques qui ne savaient pas, en fait, les épidémiologistes, voilà, en fait, qui disaient que le virus, effectivement, va continuer à circuler et que là, ils ne savaient pas, en fait, parce que parfois, les virus s'arrêtent tout seuls. Ça arrive. Mais comme on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais ça s'arrête. Mais le Covid-19, on ne sait pas s'il va s'arrêter tout seul. Ça, il va bien alimenter les théories du complot. Et donc voilà. Et donc, il disait qu'il n'y a pas de vaccin pour l'instant, pas de traitement. On ne sait pas s'il va continuer ou s'arrêter à un moment donné tout seul. Donc, il fallait bien prendre une décision à un moment donné.
Voilà, donc effectivement, c'est ce qui a été annoncé. Ouais. Il émet des hypothèses comme ça, est-ce qu'il fait passer des petits messages comme ça, ou est-ce qu'il a juste émis des hypothèses comme effectivement un vaccin, on ne sait pas, dans 1 an, dans 2 ans peut-être, et puis effectivement qu'on ne sait pas trop encore comment faire avec ce virus, comment le soigner ou pas. Voilà, il n'est pas allé très très loin médicalement, puisque c'était pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui était de, entre autres, donner les 3 principes qui ont régi en fait l'écriture de ce déconfinement. Vivre avec le virus, agir progressivement, adapter localement. Voilà les 3 principes de notre stratégie nationale. À partir du 11 mai, sa mise en œuvre va reposer sur le triptyque protéger, tester, isoler. Voilà donc, protéger, tester, isoler. Ça, c'est ce qui a été la manière, c'est ce qui explique en fait comment on va procéder et pourquoi on va procéder comme ça tout au long de ce déconfinement, parce que le déconfinement, ce n'est pas le 11 mai. On a bien compris que dans le déconfinement, on va fonctionner par étapes de 3 semaines. Tout à fait. Alors on ne sait pas combien il va y avoir d'étapes de 3 semaines. Il a été évoqué plusieurs dates. Ouais. La première commence le 11 mai, la deuxième le 2 juin, et puis après il a parlé vaguement en toute fin d'allocution du 23 juillet. En tout cas en parlant d'urgence sanitaire. En fait que l'urgence sanitaire et ce qui a été posé comme condition, comme application et mesure de l'urgence sanitaire serait pour le moment repoussé sûrement jusqu'au 23 juillet. Donc ça donne quelques idées de un retour total à la normale entre guillemets, ou à la normale, le A vous le mettez avant ou après les guillemets, c'est vous qui voyez. Et donc ces 3 principes, on vous a juste sélectionné les petits extraits des 3 principes. On commence par protéger, on en parle après ? Oui. Protéger d'abord. Protéger, c'est éviter d'être infecté par le virus ou d'infecter les autres. Les médecins nous disent que la contagiosité de la maladie apparaît 2 jours avant les premiers symptômes et disparaît plusieurs jours après. Ils disent également qu'une proportion non négligeable de porteurs du virus ne déclenchent aucun symptôme et ne savent pas, au fond, qu'ils peuvent transmettre le virus. Dès lors, il est impératif que chacun puisse adopter les comportements qui permettent d'éviter la contamination. À partir du moment où nous ne serons plus en situation de confinement, où les occasions de contact augmenteront à nouveau, il faudra les limiter, mais elles seront plus importantes qu'aujourd'hui, le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, distanciation physique, préférons ce terme, prendra encore plus d'importance. Ces gestes barrières, tout le monde les connaît désormais, c'est notamment la distanciation physique et le lavage régulier des mains. À cela, il conviendra d'ajouter, et je dis bien d'ajouter, le port du masque dans certaines situations. Voilà, donc en gros, tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est un peu ce qui avait fuité vaguement sur les jours qui sont écoulés. Donc voilà, les gestes barrières auxquels on ajoute le port du masque, quasi obligatoire. Obligatoire mais pas obligatoire mais presque obligatoire mais pas partout, mais on sait pas, mais c'est à vous de savoir. Ouais, ça dépend un petit peu. Ouais, ça dépend un petit peu pour le port du masque. Non mais oui, après je pense un peu comme au Japon avec la pollution. Alors c'est complètement autre chose parce qu'au Japon effectivement c'est la pollution, mais les gens sont habitués là-bas dès qu'ils sortent de la maison à porter un masque. J'espère qu'on ne sera pas là, mais je crois que c'est quand même une base à un moment donné. Ouais, ce sera à voir sur combien de temps tout ça va durer. Pour vous donner quand même brièvement peut-être les dates, donc on a dit là le 11 mai. Fin mai sera étudié, comme ça a déjà été dit, la situation pour les bars, les restaurants, tout ça. Et puis petit à petit on gagnera en liberté. Ce qui a été dit clairement, c'est que on est aujourd'hui en tant que citoyen, et c'est là où c'est important et c'est là où
où j'ai trouvé cette allocution intéressante, c'est de remettre en fait les citoyens au cœur de tout ça et de les responsabiliser finalement, et de dire si vous respectez les règles, si on voit que les cas de virus diminuent et que on peut se déconfiner un petit peu plus et qu'on fait pas tous n'importe quoi, on arrivera à maîtriser la maladie, à se déconfiner et surtout à ne pas revenir à un confinement strict avec attestation, et qu'on ne soit pas comme chacun à la maison dans une prison, quoi. Oui. Donc ça c'était le. Après c'est la grande crainte, je pense, de beaucoup de monde. Effectivement, c'est chez les soignants une grande question du reconfinement, c'est-à-dire effectivement de savoir si 2 mois, 3 mois peut-être, et dans 3 mois un reconfinement obligatoire parce qu'il y aura cette fameuse deuxième vague. La deuxième vague visiblement arrivera de toute façon. Alors il en a pas parlé dans ce discours-là, mais il a parlé du seuil, de je perds les mots. Le seuil de cas que l'on estime à 60% de la population pour pouvoir contraindre en fait la maladie. Là, on en parle dans le deuxième principe, donc qui est tester. Tester ensuite. Là encore, les recommandations scientifiques ont évolué. Lorsqu'un cas est apparu au Contamine de Montjoie et qu'il a fallu le circonscrire, nous avons testé massivement tous ceux qui s'étaient approchés de près ou de loin des malades identifiés. Mais la doctrine voulait qu'une fois l'épidémie passée en phase 3, on ne teste plus que les malades hospitalisés pour suspicion de Covid, les soignants symptomatiques et les premiers cas dans les établissements accueillant des publics fragiles. C'est ce que nous avons fait. Les temps ont changé, la doctrine de l'OMS aussi. À la sortie du confinement, nous serons en capacité de massifier nos tests. Nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine au 11 mai. Voilà, donc au 11 mai, 700 000 tests par semaine. Donc, il a expliqué pourquoi. Il a expliqué un calcul savant, effectivement, en fonction... Le calcul est intéressant et vient à cette histoire de seuil, parce qu'il est estimé entre 1000 à 3000 nouveaux cas par jour à partir du 11 mai, quand on sera déconfiné, puisque la maladie va circuler. Le seuil de personnes atteintes par le virus qui permettra d'avoir une meilleure immunisation de la population et une circulation du virus freinée sur les prochains mois, sur les prochaines années ou les prochaines périodes d'infection. On ne cherche pas à rendre les gens malades, parce que c'est pas ce qui est dit, mais il faut pouvoir les protéger et faire des tests régulièrement aux premiers symptômes. Et il n'a pas été dit très très clairement comment seraient menés ces tests et qui allait les faire. Et voilà, ça a été évoqué avec des tests au niveau départementaux et donc quand vous tomberez malade, quand vous aurez des symptômes, on vous testera automatiquement. On testera aussi toutes les personnes autour de vous. Et c'est là qu'on rentre dans la notion de cas contact. Alors, juste une précision pour dire que le test sera entièrement remboursé par la Sécu. Ça, c'est important à préciser, je trouve. Et effectivement, on rentre dans l'histoire de cas contact. Ces fameux contacts, c'est ça que tu voulais dire ? Oui, il y a cette histoire de cas contact. Je me permets de faire... Je ricane doucement, puisque ceux qui suivent l'émission At Home savent, puisque j'ai partagé avec vous et Kevin aussi. Nous avons partagé avec vous, en fait, cette petite bagarre entre l'Allemagne et la France, effectivement, avec Édouard Philippe, qui se permet de faire une petite critique de l'Allemagne, de bâcher un petit peu le ministre de la Santé allemand, effectivement, qui donc, eux, ont pratiqué des tests beaucoup plus massivement que nous. Eux, ils étaient, je crois, à 500 000 tests quand nous, on était à 20 000 tests. Voilà, pour vous montrer à peu près la fourchette. Et j'ai trouvé ça très drôle quand aujourd'hui, effectivement, il nous a annoncé qu'en France, on allait faire 700 000 tests semaine au lieu de 525 000 qui sont préconisés, donc avec ce fameux calcul de probabilité, de trucs de machin. Et donc, oui.
Là, j'ai rigolé. Oui, parce qu'il avait mis en doute le fait J'ai que rigolé parce l'Allemagne que, ait pu faire 500 000 tests. En Oui, disant, en disant bon. ouais, genre, il se la pète un peu les gros mythos là. Bon, ouais, donc on espère que nous, on sera pas les gros mythos sur les 700 000 tests par semaine. Avant de parler des cas contacts, on va venir sur le troisième principe qui est isoler. Je décale volontairement les cas contacts parce qu'il y a quelque chose un sujet important qui suit les cas contacts. Isoler enfin. L'objectif final de cette politique ambitieuse de test, c'est de permettre d'isoler au plus vite les porteurs du virus afin de casser les chaînes de transmission. L'isolement, mesdames et messieurs les députés, n'est pas une punition. L'isolement n'est pas une sanction. L'isolement, c'est une mesure de précaution collective, c'est une mise à l'abri. L'isolement doit donc être expliqué, consenti et accompagné. Notre politique repose à cet égard sur la responsabilité individuelle et la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l'égard des autres. Nous prévoirons des dispositifs de contrôle, s'il devait être nécessaire, mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. Voilà, donc ça a été beaucoup dit. En fait, qu'il se reposait sur le civisme, sur l'intelligence collective, mais en soulignant tout de même que malgré quelques jours où on sent que le confinement commence à être usant pour beaucoup et que quelques personnes se permettent, il y a un peu plus de sorties, sinon il a quand même salué le fait que les Français avaient été assez respectueux. Tout à fait. Il a rappelé aussi que ce serait bien que ça reste comme ça jusqu'au 11, parce qu'effectivement, il a rappelé que les scientifiques ont des curseurs que moi je connais pas, que tu ne connais pas non plus et que Édouard Philippe doit connaître à peu près, mais des curseurs effectivement qui font que le 11 mai, le déconfinement va effectivement commencer. Ouais, mais donc il a parlé de ces critères-là. Mais effectivement, attention sur le fait que le principe de base est de continuer à suivre les consignes, de pas se prendre pour Jojo le rebelle et se dire ouais c'est bon. Oui, donc en mai, fais ce qui te plaît, mais pas complètement non plus quoi. Ça a été dit. Il y a trois critères de déconfinement possible. Enfin, parce que pour être clair, effectivement, nous ne sommes pas encore déconfinés. Donc on l'entendra. Je sais plus si ça fait partie des extraits ou pas. Mais à partir du 11 mai. Nous n'aurons plus besoin d'attestation pour les zones qui sont déconfinées. Et c'est là où c'est important, c'est que on ne sait pas aujourd'hui quelle zone sera déconfinée ou pas. On vous a parlé d'une carte sur le site le-guide-santé.org la semaine dernière, une carte qui est mise à jour tous les jours, qui ne veut pas forcément dire qui n'est pas contractuelle entre guillemets, qui n'est pas officielle, mais qui fait état de ces critères pour déconfiner. La semaine dernière, le Gers n'était pas dedans, donc on ne pouvait pas être déconfiné. Aujourd'hui, sur la mise à jour d'hier, nous pourrions être déconfinés. Donc voilà, et ça se base sur trois critères. Vu qu'on en parle, je te propose d'écouter les trois critères maintenant. Il est donc logique que, tout en gardant la plus extrême prudence, nous proposions un cadre de déconfinement adapté aux réalités locales de l'Hexagone comme de l'Outre-mer. La Direction générale de la santé et Santé publique France ont établi 3 ensembles de critères permettant d'identifier les départements où le déconfinement doit prendre une forme plus stricte. Soit que le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de 7 jours reste élevé, ce qui montrerait que la circulation du virus reste active. Soit, c'est le deuxième ensemble de critères, que les capacités hospitalières régionales en réanimation restent tendues. Soit, c'est le troisième ensemble de critères, que le système local de tests et de détection des chaînes de contamination ne soit pas suffisamment prêt. Voilà donc pour les 3 critères. Voilà, et si vous l'avez bien compris, comme à la dictée, au mot soit, à la fin, il y a un T. Oui. Je te sens moqueuse, Josette. Mais non, mais je suis très joyeuse aujourd'hui parce que il pleuvait, il recommence à faire beau et effectivement avoir cette espèce de petit parfum de déconfinement dans les papilles, ça commence ça fait du bien déjà au moral, rien que d'y penser. Et effectivement,
après, en fonction de là où on habite, on le sait, quoi. Ceux de l'Est, du Grand Est, malheureusement pour eux, ils vont sûrement avoir... ils parlaient de cette fameuse carte avec les zones rouges et les zones vertes. Ah bah oui, ils sont encore en rouge. En expliquant que tous les jeudis, elle allait être réactualisée, cette carte. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des endroits où il y a énormément de cas, énormément de décès, énormément d'hospitalisations encore en cours et de personnes en réanimation. Eux, effectivement, comme ils sont dans la zone rouge, c'est le cas de le dire, oui, le déconfinement sera beaucoup plus strict, beaucoup plus encore formaté, on va dire, que dans des territoires, dans des départements où, comme chez nous, par exemple en Occitanie et dans le Gers, on a eu beaucoup moins de cas et on a beaucoup moins d'hospitalisations en cours et on a eu au final... malgré tout, malheureusement des décès, mais moins que d'autres endroits, effectivement. Ouais, on vous partagera cette carte qui fait état des 3 critères, pas forcément du nombre de cas en augmentation ou pas, mais qui fait état du critère de disponibilité de réanimation, du taux de décroissance dans des hospitalisations. Voilà, c'est juste indicatif, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on parle d'équité entre les régions, les départements. Non, entre les tranches sociales. On va en reparler de l'école, du retour à l'école et au travail. Ce serait bien, bien sûr que je suis très optimiste comme personne, que effectivement des départements et des territoires un peu plus reculés et pas sous-développés, mais tu vois ce que je veux dire, des territoires où il y a non, mais pas sous-développés, mais on voit très bien. On voit très bien qu'il y a des endroits où, tu m'excuses, il y a quand même beaucoup moins de médecins généralistes, beaucoup moins de soignants, toutes les zones beaucoup rurales, moins d'hôpitaux parce que où tout a été fermé, etc. On espère bien que cette espèce de désert médical qui a été instauré par, pas forcément le gouvernement actuel, mais le gouvernement français. Par les gouvernements précédents. Successifs. On espère bien que dans ce cas-là, ce sera équitable aussi pour que on ne soit pas, nous, les dindons de la farce à un moment donné, on n'a pas de quoi vous tester ou on n'a pas de quoi vous trucs. En termes de déconfinement, non, vous allez être rétrogradé, quoi. Oui, parce que vous ne serez pas aussi critères, libre que, bien sûr, que les autres, parce que vous, on n'aura pas... Dans les critères de possibilité de déconfinement, il y a effectivement la possibilité de se faire tester ou pas rapidement. Et là, on en revient donc sur les cas contacts. Les fameux cas contacts. Ouais. Alors, les cas contacts, ils sont, c'est intéressant parce que ça paraît anodin. En fait, les cas contacts, c'est tout simplement est-ce que vous êtes contagieux ou pas. Et une fois qu'il est avéré que vous êtes malade, que vous avez en tout cas le coronavirus, donc on vous laissera le choix de là où vous allez aller. Je vous laisse Édouard Philippe dire quel choix vous aurez. Nous laisserons le choix à la personne testée positive de s'isoler chez elle, ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 14 jours, pour des raisons évidentes, ou bien de s'isoler dans un lieu mis à sa disposition, notamment dans des hôtels réquisitionnés. Ouais, alors sachant que de toute manière c'est pareil, puisque toi, tu es contaminé, tous les gens de ton foyer sont contaminés. Par probabilité, donc isolé. Donc c'est juste que tu choisis on va imaginer que... avec ta famille si tu restes chez toi ou si tu vas à l'hôtel. Oui et non, parce que ça c'est ce qui va être dit là dans les cas contacts. Du moment que tu es testé positif, on teste toutes les personnes autour de toi. Donc d'où les 700 000 tests par semaine. Là où les cas contacts, donc il explique pendant 1 minute 30 ce que sont les cas contacts. Donc on peut écouter cet extrait-là sur les cas contacts. Moi, ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait en fait dans cette histoire-là, c'est ce dont on a déjà parlé, ce qu'on a déjà évoqué. On n'est plus là dans le déconfinement et dans le comment ça va se passer. Il a évoqué cette application Stop Covid, qu'il a liée à raison, on va dire, au cas contact. Dans cette idée de les personnes que l'on croise, quand on est comme nous, ici à vivre dans le Gers et à être plutôt isolé, avec un travail, tu vois, pour moi, toi, pour l'instant, tu es en arrêt maladie dû à ton opération, donc tu ne vas pas travailler ailleurs. Les enfants prennent
la voiture parce qu'on n'a pas de transport scolaire pour les amener à l'école, donc ils prennent la voiture pour aller à l'école. Mais par exemple, mon ado qui prend le transport scolaire, voilà. Mais oui, sauf que elle reprendra pas à l'école. Ça, c'est ce qu'on verra. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais voilà. Et moi, qui travaille dans une association où on est 5 salariés, voilà. Oui, pardon. Mais je dirais même, le bus scolaire, en fait, c'est une trame. Le traçage est très facile à faire, en fait. Puisque tu connais. Le Stop Covid, c'est plutôt un traçage à grande échelle. Alors, ouais, c'est... On est sur ces problèmes de numérisation, pas de liberté, mais de collecte des données et d'anonymisation des données. Donc je vous laisse écouter ce qu'il dit. C'est intéressant, il répond en partie au questionnement qu'on a, nous, et qu'on a évoqué dans cette émission déjà sur les semaines précédentes, mais pas totalement. Pourrons-nous, ou devrons-nous, afin d'être plus efficaces, nous appuyer sur les ressources extraordinaires des outils numériques ? Un consortium européen a lancé un travail devant permettre la création de l'application Stop Covid, dont l'utilité ne peut s'envisager que de façon complémentaire à ce que je viens de décrire. Complémentaire parce que les enquêtes sanitaires que j'ai décrites, qu'elles soient physiques ou téléphoniques, sont vitales, mais présentent une faiblesse. Elles se heurtent parfois, dans les centres urbains, à l'impossibilité de reconstituer les chaînes de transmission dans les lieux les plus denses, et notamment dans les transports en commun. Difficile de prévenir celui qui a partagé votre rame de métro à 7h46 sur la ligne 12. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, et la RATP ne connaît ni l'un ni l'autre. C'est l'objet du projet Stop Covid, qui permettrait aux personnes qui ont croisé une personne testée positive d'intégrer un parcours sanitaire, sans bien entendu avoir aucune information sur l'identité de la personne croisée. Un grand nombre de responsables politiques, sur tous les bancs, le président de l'Assemblée nationale lui-même, m'ont fait part de leur interrogation sur ce type d'instrument, sur les questions que son utilisation ne manquerait pas de poser en termes de liberté publique et de libertés individuelles. Ces questions, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, me paraissent fondées. Elles doivent être posées. Elles doivent être débattues. Et j'ai même le sentiment qu'elles doivent faire l'objet d'un vote. Pour l'heure, compte tenu des incertitudes sur cette application, je serais bien en peine de vous dire si elle fonctionne et comment elle fonctionnera précisément. Je ne doute pas que les ingénieurs travailleront d'arrache-pied et réussiront à faire fonctionner ce projet. Mais dès lors que ce n'est pas le cas, il me semble, pour tout vous dire, mesdames et messieurs les députés, que le débat est un peu prématuré. Mais je confirme mon engagement. Lorsque l'application en cours de développement fonctionnera et avant sa mise en œuvre, nous organiserons un débat spécifique suivi d'un vote spécifique. Alors, on pourrait imaginer qu'on prend les choses un peu à l'envers quand même dans ce cas-là, parce que entendre un Premier ministre dire on va commander une application qui va être développée, qui est déjà en cours de développement, mais on ne sait pas trop comment elle va marcher, on ne sait pas trop si on va vous surveiller, pas vous surveiller. Moi, ce que j'ai compris en plus, c'est que c'est sujet au vote. Oui. On est d'accord que là... En gros, on va vous surveiller ou pas, c'est sujet au vote. C'est sujet au vote, mais quand il en parle... Moi, j'ai vraiment l'impression que pour lui, c'est joué, quoi. Et que ça va se faire, quoi. Oui et non. Il dit que c'est une possibilité, qu'on ne sait pas trop comment ça va marcher, que ça va être présenté. Mais en fait, ce qu'il ne dit pas, il a beaucoup parlé de démocratie dans son discours, ce qui était assez important et assez intéressant. Il a parlé de démocratie, d'utilité de l'Assemblée. Il a fait aussi toute une partie de discours politique. Il a effectivement, il y a eu beaucoup de blabla politique aussi à un moment donné. Voilà. Il a quand même souligné, et ça, on peut pas ni lui enlever ni à son gouvernement. Effectivement, ça aurait pu ne pas se passer comme ça s'est passé là à l'Assemblée. Ça aurait pu être une décision en huis clos et présentée au journal TV. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de je vous présente le truc, on en discute, blablabla. Pas du tout.
effectivement. Non, bien sûr. Après, on rappelle qu'il y a 2 mois, il était à la même place pour donner le 49.3 et faire passer une réforme des retraites. Donc voilà, aujourd'hui, il y avait un petit côté cours de démocratie et on est là, on discute avec vous. Mais ce qui est hyper important, enfin, c'est peut-être vraiment un tournant. Bon, là, on va pas faire une analyse politique de ce qu'il a été fait. Je pense qu'on ait toutes les connaissances et les compétences pour le faire. Mais de ce que l'on a pu voir, sur les mois passés, ce discours-là change effectivement, et il y a une volonté de discuter. En tout cas, il y a une volonté dite de discuter. Pour cette application, la Stop Covid, la prudence est de mise pour tout le monde, je pense. C'est vrai que même si nous, on est moins touchés, effectivement, parce qu'on peut tracer tout un tas de choses assez facilement, puisque on rencontre moins de personnes dans nos déplacements, et on rencontrera moins de personnes dans nos déplacements parce que ce soit bien entendu aussi, c'est que le déconfinement sera progressif. Après, à partir du 11 mai, et ça c'est une des choses les plus importantes qu'il ait dit aujourd'hui, c'est pas le 11 mai, on refait comme si c'était avant le 16 mars. Non, le déconfinement sera progressif. C'est le prochain extrait qu'on va vous passer. Ouais. Après, moi, j'ai quand même compris que c'est pareil. Ce sera en fonction du volontariat de chacun. Tu installes ton appli ou pas. C'est-à-dire que cette appli-là permettra de géolocaliser les gens en fonction de, effectivement, un cas oui, ce qui n'est concret pas... de personnes infectées qui, à 11h27, a pris la rame B du métro, machin truc, et effectivement, en géolocalisation, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est ça, en fait. On est dans l'anonymisation des données ou pas. Et effectivement, l'idée de cette application, c'est que tu reçois un message pour dire attention, un cas a été détecté, votre téléphone a été détecté dans ce rayon-là, vous avez visiblement été en contact avec cette personne-là, en parlant de téléphone, mais c'est une personne au bout du téléphone. Et attention, vous avez croisé cette personne-là, donc allez vous faire dépister. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire une alerte. Non, ils ne peuvent pas faire une alerte. Comme les alertes enlèvement, tu vois, à la télé, en faisant bonjour, si vous étiez dans la rame A du métro, machin truc. Non, c'est pas possible, c'est ce qu'il dit, c'est juste pas possible. Voilà. Mais 700 000 tests, ça va donner beaucoup plus de malades que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que le nombre de malades qui est déclaré aujourd'hui, c'est une estimation. Donc voilà, moi, l'idée, c'est de mettre en garde sur ce genre de pratiques et de faire attention à vos données, à ce que vous décidez de partager ou pas. Donc là, c'est pour de la santé publique, pour essayer d'avoir le moins de personnes malades possible. Mais voilà, comment ça risque d'être détourné, quelles informations vont être données, est-ce qu'elles vont être anonymes ou pas, et ça c'est pas évident, et c'est c'est un débat dont on a déjà parlé ici, et c'est une question à laquelle il n'a pas répondu aujourd'hui. Et la question qu'il pose et le débat qui sera posé, ce sera visiblement l'utilisation ou pas de cette application qui est en cours de développement à un niveau européen visiblement. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Est-ce qu'elles seront anonymes ? Est-ce qu'elles ne seront pas anonymes ? Et est-ce que les députés autoriseront la collecte d'informations non anonymes ? Visiblement, c'est assez houleux dans les rangs. Ce qui aujourd'hui, normalement, d'après ce que j'ai compris, est anticonstitutionnel, est interdit, sauf que la CNIL, donc, qui est le gendarme de tout ce qui est numérique sur la loi sur l'information et liberté, a donné plus ou moins son feu vert pour ça, sous un prétexte sanitaire. Donc à voir, à suivre, une histoire à suivre. Tout à fait. Un déconfinement qui sera donc progressif. Progressivement d'abord. Progressivement parce qu'il ne faut pas laisser repartir l'épidémie, parce que nous voulons éviter une deuxième vague, parce que nous tous ici préférons éviter qu'après le confinement, puis le déconfinement, nous ayons à connaître d'un reconfinement généralisé. Progressivement, cela veut dire que nous préparons le 11 mai en surveillant tous les indicateurs pour vérifier, département par département, que nous pouvons effectivement lancer les opérations à cette date. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la
la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être. Ou bien Alors pas ce soir, vraiment, et puis pas vraiment danser non plus, parce que même si la plupart des commerces vont pouvoir réouvrir, les bars et restaurants, non. Et alors, on va vous le dire également tout de suite, vous l'avez peut-être déjà entendu ailleurs, hein, mais d'ailleurs, les cinémas, les théâtres n'ouvriront pas non plus, tous les lieux fermés n'ouvriront pas. Moi, je t'avoue que effectivement, mon grand moment de solitude, toi, ça a été autre chose, mais moi, c'est quand il a prononcé ces mots-là. Les cinémas ne vont pas réouvrir. Ouais. Ben moi, comment te dire, je l'ai très mal vécu. Parce que je me suis dit, si on peut prendre un bus ou un tram ou un RER en faisant un siège sur deux, pourquoi je ne peux pas aller au cinéma? Pourquoi? En faisant un siège sur deux. Pourquoi? Mais même un siège sur alors, il sur explique 3, après, on va faire dans les écoles et puis on écoutera ce qu'il a dit après. Commençons par l'école. Le président de la République l'a rappelé, le retour de nos enfants sur le chemin des écoles est un impératif pédagogique, un impératif de justice sociale, en particulier pour ceux qui peuvent difficilement suivre l'enseignement à distance. Ce retour, nous voulons le concilier avec la préservation de nos objectifs de santé publique. Pour ce faire, nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire, et sur la base du volontariat. Dans un deuxième temps, à compter du 18 mai, mais seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible, nous pourrons envisager d'ouvrir les collèges, en commençant par les classes de 6e et de 5e. Nous déciderons fin mai si nous pouvons réouvrir les lycées, en commençant par les lycées professionnels, début juin. Voilà pourquoi l'école est finie en fait, parce que en fait on va le voir très rapidement là aussi, on va parler des crèches juste avant, mais les entreprises restent confinées. Et en fait c'est pour ça que c'est un déconfinement sans être un déconfinement. Il y a eu pas mal de même nous ici on a joué sur ça, à se dire bon en fait les bars restent fermés, tout reste fermé, donc on peut pas aller voir les potes, donc en fait on a le droit de sortir de chez nous pour aller bosser. Finalement c'est pas ce qui a été dit, vous avez le droit de sortir de chez vous, un petit peu plus que d'habitude, à 100 km de chez vous. Vous pouvez reprendre. Par contre, ça fait long la balade, hein, parce qu'avant c'était 1 km. Je veux te dire, excuse-moi, Philippe, de te dire que alors j'ai fait ma rééducation un petit peu toute seule comme une grande pendant ce confinement, mais jamais de la vie je vais pouvoir faire 100 km à pied, mon petit chat. Oui, attends, c'est un rayon. C'est-à-dire que tu peux partir à 100 km et revenir. Potentiellement, tu fais 200 bornes, quoi. Et encore, c'est un rayon, donc tu peux faire le tour du rayon. Quel est le périmètre d'un cercle, d'un rayon de 100 km? Moi, je propose qu'on donne les trucs à faire aux enfants parce que de toute façon, ils ne vont pas reprendre l'école. C'est important quand même qu'ils continuent à travailler les ménages. Je vais le calculer quand même parce que maintenant que je t'ai posé la question, voilà. Donc oui. Sur la base du volontariat. Donc en gros, par rapport à tout ce qu'on a dit, les entreprises doivent rester confinées quand c'est possible et privilégier parce que du coup là on parle de l'école, mais parce que alors l'école, la reprise de l'école au 11 comme ça a été annoncé, ça concerne que certains ça va que jusqu'au CM2, c'est pas toutes les classes non plus, ça concerne maternelle et primaire. Ouais. Ça ne concerne pas tous les élèves puisque c'est 15 élèves maximum par classe. Ouais, c'est ça en fait qui fait mal. Donc il va y avoir du tri sélectif en sachant que effectivement, prioritairement, sont toujours accueillis les enfants de soignants qui étaient déjà accueillis. Là, vos enfants, ils faisaient l'école à la maison, mais les enfants de soignants étaient déjà accueillis dans toutes les catégories de structures d'école, maternelle, primaire, collège. Lycée, je suis pas sûre, non, je pense pas, mais collège, c'est sûr, puisque j'ai croisé une dame de Florence qui travaille au collège de Florence, donc je sais pour le collège de Florence, en tout cas que ça fonctionnait comme ça. Et du coup, donc 15 élèves par classe, en général c'est 25-30 par classe, donc faites un calcul, c'est comme dans le bus, un élève sur deux. Donc tous les enfants ne peuvent pas être accueillis, sinon ça va être décloisonné dans d'autres classes, avec d'autres, ça va être assez compliqué, je pense. Donc prioritairement,
enfants de soignants, enfants de professeurs, bien sûr, professeurs des écoles et profs de collège et lycée. Non, pas lycée. Non, pas lycée. Collège, pardon. Alors, je rembobine. Vite, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Tous les parents qui ne pourront pas télétravailler. C'est-à-dire que si un des deux parents télétravaille, votre enfant n'est pas prioritaire, donc il ne sera pas accueilli. Oui, parce que donc, on va peut-être le passer là. Maintenant, du coup, entre deux. Les commerces. On n'a pas parlé des crèches, parce que les crèches aussi réouvrent. Alors, les crèches réouvrent, et c'est pareil. En fait, c'est 10 enfants maximum. Par crèche. Par pièce. Par pièce. On l'écoute, du coup, ce qu'il nous dit. D'accord. Les crèches seront également réouvertes. L'accueil par groupe de 10 enfants maximum sera possible, avec la possibilité d'accueillir plusieurs groupes de 10 enfants, si l'espace le permet et si les conditions sont réunies pour que les groupes ne se croisent pas. Cette réduction des capacités posera au moins dans un premier temps la question des priorités d'accueil. Les crèches accueillent déjà les enfants selon des critères économiques et sociaux, et il n'appartient pas à l'État de définir ces critères à la place des gestionnaires. Il me semble néanmoins que l'impossibilité de télétravail pour un couple d'actifs ou les difficultés rencontrées par les familles monoparentales devront être prises en compte dans ces critères. Les enfants des soignants et des professeurs devraient également, à mon avis, être prioritaires. Oui, vous en vous l'a pas dit, aujourd'hui, at Home, on est avec Édouard Philippe et vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau. Alors, c'est pas qu'on n'avait pas d'invités pour aujourd'hui, c'est qu'on n'en voulait pas. En fait, on a décalé nos invités d'aujourd'hui à demain. Non, c'est pas qu'on n'en voulait pas, c'est que c'était important, effectivement, de passer la journée avec Édouard Philippe. On voulait faire cet exercice-là de vous passer le discours, de vous passer les bouts de discours et tout. Et c'était un exercice intéressant. Oui, effectivement. Donc, je rappelle que moi j'ai été crècheuse, comme disait ma fille, pendant 20 ans, donc là je me permets d'en débattre, enfin d'en parler en tout cas de manière sûre de moi, parce que effectivement je connais le métier, je connais comment ça se passe. Effectivement, quand on accueille des enfants, on essaye de répartir en fait l'accueil de ces enfants-là en fonction de chaque catégorie sociale, etc. Ceux qui crient trop, on les prend pas. Non, je plaisante. Vous avez par exemple, moi je parlerai de la crèche de Florence puisque c'est là-bas que j'ai travaillé. Vous avez quand même une population de 6500 habitants, extérieurs aussi, puisque ils accueillent toujours des extérieurs Florence, avec 22 places actuellement. Donc 22 places, très clairement, moi je ne sais pas comment, je ne vais pas m'engager sur comment va fonctionner la crèche de Florence. En toute logique, effectivement, vu l'état des locaux, effectivement, ça sera réduit de moitié en termes de places, puisque 22 enfants dans la structure actuellement, des groupes de 10 qui ne se croisent pas dans la structure. Je pense que ça va être compliqué à mettre en place, mais ça, alors là, vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire comment ça va se passer à la crèche de Florence. C'est compliqué. Mais effectivement, c'est une structure qui accueille un petit peu toutes les strates sociales, de parents monoparentales à des parents profs, des parents au chômage aussi, de vraiment toute catégorie sociale confondue. Donc, effectivement, c'est déjà compliqué parce qu'il n'y a que 22 places. Donc, il y a les assistantes maternelles aussi qui sont le premier mode de garde, par exemple, sur Florence. Et les assistantes maternelles, il n'en a pas parlé. Je suis un peu déçue. C'est ça que j'avais te dire tout à l'heure. Il n'a pas parlé des assistantes maternelles, ni des maisons d'assistantes maternelles. Donc, c'est un peu dommageable, je trouve, pour les parents avec des tout petits, parce que ça a été important de dire. Il a parlé en revanche des entreprises qui pouvaient reprendre, sauf dans le cas où elles pouvaient maintenir le télétravail. Donc, j'imagine que les MAM et ce genre de structure et les assistantes maternelles peuvent recommencer. Mais du coup, effectivement, pour revenir à la crèche, ça va être quand même assez complexe de faire un tri, c'est-à-dire de dire vous êtes prioritaire et pas vous. On va passer sur les entreprises. C'est important de vous le faire entendre, surtout vous, chers patrons, qui nous écoutez. Écoutez bien. Le déconfinement doit aussi permettre la reprise de la vie économique. Pour cela, il faut réorganiser la vie au travail. Le télétravail doit être maintenu partout où c'est possible, au moins dans les 3 prochaines semaines. Je le demande avec insistance aux entreprises. Nous en avons mesuré depuis la mi-mars le déploiement massif. Personne n'en ignore les contraintes, mais celui-ci doit se poursuivre pour limiter le recours au transport public, pour limiter plus globalement les contacts. Il n'y a pas sur ce sujet
un avant et un après 11 mai. Pour les personnes qui ne pourront pas télétravailler, la pratique des horaires décalés dans l'entreprise doit être encouragée. Elle permettra l'étalement des flux de salariés dans les transports et diminuera la présence simultanée des salariés dans un même espace de travail. Voilà. Il a tout dit en fait. Donc encore 3 semaines de télétravail normalement. Alors attention, là on va jouer sur les mots parce qu'il dit encore pour les 3 prochaines semaines, mais normalement, lui, il parle du 11 mai. Donc on imagine que c'est sur la première vague et que... À partir du 11 mai, moi j'ai compris à partir du 11 mai. Alors, lui, il dit dans les 3 prochaines semaines, mais il ne le dit pas explicitement les 3 prochaines semaines qui suivent le 11 mai. Alors, donc, voilà. Moi j'ai compris en comptant à partir du 11 mai, donc du 11 mai au 2 juin, la première tranche au finalement de déconfinement. Oui. Cette première tranche est très importante, vous l'avez bien compris, pour plein de choses différentes. Et effectivement, Édouard Philippe précise bien que c'est important pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les patrons, de bien comprendre qu'à ce moment-là, tous ceux qui peuvent télétravailler devront continuer à télétravailler. Parce qu'effectivement, ça va réduire la masse de gens qui vont réintégrer les endroits, les locaux, les transports en commun pour ceux qui effectivement sont obligés de prendre le RER, le métro, le bus, etc. pour se rendre sur leur lieu de travail. Et c'est très très important d'être civique aussi en tant que patron. Bien entendu. Le point sur les commerces était aussi intéressant puisque les commerces pourront réouvrir. Ça, c'est alors, super. On parle pas des commerces essentiels. On parle de les commerces. Tous les commerces. Vous êtes commerçant, vous allez pouvoir réouvrir. Vous vendez des t-shirts et des caleçons, vous pourrez vendre des t-shirts et des caleçons. Je veux juste replacer un petit truc qu'on n'a pas dit pour les écoles. Excuse-moi, Kevin. Mais on va en parler là pour les commerces. À l'école, maternelle, primaire et dans les crèches, bien sûr, les enfants ne porteront pas de masque parce que c'est improbable de faire porter un masque aux enfants. Par contre, tout le personnel éducatif et accompagnant, tous les adultes, par contre, eux seront munis d'un masque et devront donc se laver les mains, les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation au maximum, sauf bien sûr les crècheuses qui, elles, forcément ne pourront pas, puisque je l'ai expliqué en amont, ce n'est pas possible. Mais effectivement, tous les enfants en fait, qui vont rentrer à l'école en crèche à partir du 11 là, ne porteront pas de masque. Voilà, ils n'auront pas obligation de porter les masques. C'était la grande question. Les grandes blagues qui ont été faites. Mais effectivement, c'est quelque chose de compliqué qui ne sera pas mis en place. Après, ce qu'il a été dit aussi beaucoup dans cette présentation de ces règles de déconfinement, le plan de déconfinement du gouvernement, c'est que tout sera mis en place avec les préfets et les maires. Et que les spécificités locales seront reconnues et ce genre de choses seront mis en place par les maires. Donc qui va pouvoir reprendre l'école, qui ne va pas reprendre, quelle classe va être ouverte, quel collège va ouvrir aussi, parce que les collèges, donc il a parlé des classes de 6e et 5e qui pourront ouvrir à partir du 18. Là encore, c'est pas sûr. Et le déconfinement, que ce soit bien compris aussi, le déconfinement n'est pas le 11 mai, n'est pas certain pour personne, à aucun endroit. Il sera décidé la semaine prochaine, le 7 mai. Et là, on parle des commerces, on parle aussi des marchés. Les marchés vont pouvoir... C'est dit dans l'extrait. Pardon. Car si les commerces vont rouvrir, chacun d'entre eux devra respecter un cahier des charges strict, limitant le nombre de personnes présentes en même temps dans le magasin, en organisant les flux, afin de faire respecter la règle de la distance minimale d'1 mètre par personne, sans contact autour d'elle. Il devra bien évidemment veiller à la protection de son personnel. S'agissant du port du masque, le port du masque grand public sera recommandé pour les personnels et les clients lorsque les mesures de distanciation physique ne peuvent être garanties. Un commerçant pourra subordonner l'accès de son magasin au port du masque. Ça aussi c'est important, quand vous allez aller devant une boutique et que vous allez ne pas avoir de masque et qu'on va vous dire vous n'avez pas le droit de rentrer, vous n'aurez pas le droit de rentrer. Tout à fait, c'est au bon vouloir du commerçant, effectivement, en fonction de la taille aussi de son local. Quelqu'un qui a un tout petit local, une toute petite épicerie par exemple, effectivement, par sécurité pour... et la clientèle et le commerçant surtout, non, il y a pas de masque, pas d'entrée autorisée. Et donc autant pour moi Josette, le petit passage sur les marchés c'était avant, et effectivement il disait que les marchés
pour y réouvrir. Alors, mais, pareil, comme on vous les l'a gestes expliqué barrières, en amont, tout début. beaucoup moins de stands qu'auparavant, puisqu'ils doivent limiter effectivement les... Ouais, il faut les- espacer voilà, assez, donc les stands, etc. là où il y aura de la place, ça pourra être espacé. Comme là où c'est il y a pas de place, ça actuellement pourra à pas. Samatan, je dis des bêtises peut-être. Non, Samatan, Non, Samatan, non, pas Gimont. Non, pas Gimont. Samatan, Mauvesin, Saint-Clar. Voilà, peut-être que effectivement Florence et Lectoure vont pouvoir réouvrir. On ne sait pas, on verra. Ça, c'est aussi au bon vouloir des maires, hein, de savoir si y a possibilité de réouvrir gérer, ou pas, en fait. gérer Là, ça. à partir du 11 mai, tous les marchés pourront rouvrir, les et stands, c'est les maires qui vont décider de fermer ou pas. Le flux des gens, en fait. Parce que comme c'est ça ça a le été plus dit, compliqué à gérer. comme ça a été dit en début, dans les extraits qu'on vous a passés au début, les gestes barrières restent de mise, bien entendu, plus le masque. Et tout ce qui est distanciation physique, puisqu'il a préféré ce terme de distanciation physique plutôt que sociale, sont maintenus. On essaye d'aller vite parce qu'il nous reste que 5 minutes. On a beaucoup de choses à dire. Et on arrive au moment qui vous intéresse tous, je suis sûr, la distanciation sociale. Hé, Gilou, réveille Francis, il faut y aller là. Il faut y aller. Et où ça? Allez, Francis, on y va, dépêche-toi. Allez, Salou, on va chanter, allez. Et oui, parce que ça c'est la bonne nouvelle. La hydroalcoolique. Et surtout, viens avec Monique. Donc ça c'est les bonnes, ça fait partie des bonnes nouvelles. La distanciation, la vie sociale qui va pouvoir reprendre, mais attention, pas n'importe comment non plus. On essaye de vous la faire brève. Allez, j'avais mis l'extrait, je sais plus exactement ce qui est dit dedans. Je vous passe l'extrait vie sociale, la 17e extrait de cette allocution d'Edouard La Philippe. vie sociale va reprendre donc, mais là encore progressivement. Je voudrais d'abord commencer par dire ce qu'il sera à nouveau possible de faire. Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf, comme je l'ai dit, pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel. Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en dépassant évidemment la barrière actuelle du kilomètre et en respectant les règles de distanciation physique. Il ne sera possible ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs, ni des sports de contact. Voilà, vous allez pouvoir ressortir, réinviter vos potes chez vous. Attention, on l'a pas gardé cet extrait-là, mais c'est par tranche de 10. C'est comme en crèche. Attention, vous êtes comme vous allez vivre un petit peu l'expérience des crèches. Vous avez le droit, en fait, vous y compris, j'ai supputé, que vous pouvez inviter donc 8 amis. Voilà. Alors ce que on ne sait pas, sauf si vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul, la famille. Oui, voilà. Et sauf voilà. si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, vous descendez à 6 les amis. enfants, si vous avez 2 enfants et que vous êtes en couple. Après, ça dépend parce que les enfants sont des personnes. Alors ça, c'est important de le dire. Les enfants sont des personnes. Déjà, des êtres sensibles. Mais déjà, en crèche, on peut faire en fonction de les gens se croisent pas, les groupes se croisent pas 2 pièces à part. Donc si tu as une belle cave ou tu vois un truc comme ça, tu crois que tu peux inviter 2 groupes de 10 amis et tu vas de l'un à l'autre. Alors tu peux faire ça, c'est pas possible. Tu peux faire ça, mais non, parce que toi tu as un sujet de contact. Oui, c'est vrai. Personne contact. Mais par contre, tu peux mettre les 10 gosses dans la cave et les 10 adultes au salon. Oui. Tu vois, du moment que les gosses enfants à la cave. On réécoutera l'enregistrement. Tu peux mettre les enfants à la cave. Toi, t'as regardé la famille Willoughby. Et voilà, avec la punition de la cave. Moi, je pense que c'est possible. Bon, c'était le moment où on pouvait le plus s'amuser. C'est dommage, on est en fin d'émission. On va quand même poursuivre avec ce qui est important. Donc, on vous tiendra au courant puisque on vous le dit. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup dit, mais Radio Fil de l'eau, c'est la MJC de l'Île-Jourdain. La MJC de l'Île-Jourdain qui donne des cours, qui organise tout un tas de soirées, de théâtre, de musique, de sorties d'ateliers.
Et le mois de juin, c'est normalement la sortie de tous les ateliers. Donc on vous tiendra au courant, bien entendu, dans cette émission et sur Radio Fil de l'eau, de ce qui va pouvoir se passer ou pas. Ah, oui. Parce qu'il y a cette fameuse deuxième tranche. Donc est-ce que les théâtres et les lieux fermés le resteront après fin mai? Ça, on ne sait pas. Je vous propose d'écouter donc l'extrait d'Édouard Philippe qui parle des lieux culturels. S'agissant des activités culturelles, parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner facilement, parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement, en respectant des règles sanitaires, les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées, si importants pour la vie culturelle de nos territoires, pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai. A contrario, les grands musées qui attirent un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie, les cinémas, les théâtres et les salles de concert, où l'on reste à la même place dans un milieu fermé, ne pourront pas rouvrir. Les salles des fêtes, les salles polyvalentes resteront également fermées jusqu'à cette marche du 2 juin. Alors, il n'y a pas une marche organisée le 2 juin. Voilà. Premier jalon. Voilà. Le 2 juin, ce sera la deuxième période de déconfinement. Et à ce moment-là, fin mai, sera discuté éventuellement. Juin, c'est voilà, aussi. c'est encore autre chose. À ce moment-là, sera discuté, bien entendu, la réouverture des cinémas, des théâtres et surtout, ce qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience, des bars, des restaurants, des lieux de vie en fait, parce que la vie sociale va pouvoir reprendre. Ça c'est quand même une bonne chose. À partir du 11 mai, vous pourrez sortir de chez vous sans votre attestation. Si vraiment vous êtes nostalgique, vous pourrez continuer à la remplir. Hein. Ah non, alors moi vraiment, je ne serai pas nostalgique. Hein. Moi vraiment, je vais me faire ma dernière attestation, donc le 10. Je vais vraiment l'imprimer au propre, tu vois, parce que après je vais l'encadrer et la mettre dans le couloir, quoi. Parce que vraiment, je souhaite ne plus avoir à faire ce genre de choses. C'est vraiment très contraignant et horrible de devoir remplir un papier pour sortir de chez soi. C'est vraiment liberté, égalité, humanité. La liberté, pas trop. Quoi. Ouais, donc on change. On passe sur la confiance. Tout à fait. Et en se disant, voilà. Bon, alors bien sûr, c'est pas à plus de 100 km de chez vous, parce que si vous devez aller à plus de 100 km de chez vous, là, il faudra effectivement une attestation pour les mêmes raisons. Alors ça l'étude aussi. Oui, mais ça va être voté, ça aussi. Logiquement, tout va être voté. Donc, bien entendu, effectivement, on l'a pas dit. L'analyse, ce qu'on vous a proposé aujourd'hui dans cette émission, un peu en retard, parce que il a bien fallu digérer, réfléchir à qu'est-ce qu'on allait vous passer, juste le temps de traiter tout ça. Tout ça est soumis au vote. Est soumis à débat dans l'après-midi, à l'heure où on parle, et est soumis au vote à la fin de ce débat-là, donc dans la soirée. Donc mercredi, quand vous écoutez la rediff de cette émission, peut-être qu'il y aura quelques éléments qui auront changé, mais je pense pas. Dans la globalité des choses, de toute façon... dans tous les cas, le pont de l'Ascension... Non, mais le gouvernement étant majoritaire à l'Assemblée nationale, il y a très peu de chances que ça ne passe pas. Mais dans tous les cas, le rappel a été fait que, effectivement, là, le pont de l'Ascension arrive et que vous ne sortirez pas du département, en fait, pour... Est-ce que tu viens pour les vacances? Je ne pourrais pas venir parce que Édouard Philippe m'a dit non, tu ne sortiras pas de département. Donc non, je suis désolée, je ne viendrai pas. Oui, parce qu'en plus, il est assis sur la plage et Édouard Philippe les plages sont encore fermées. Les plages restent fermées encore jusqu'à fin mai. C'était mon programme, moi, plage et cinéma. Non, mais alors ça, je comprends pas. Je continue à pas comprendre pourquoi on ferme les plages. Hein. Bref, on n'a pas le temps de parce que les gens sont en capacité, malgré le Covid-19, de tous s'étaler les uns à côté des autres. On n'a pas le temps de débattre comme des sardines. Non, donc ça, c'est pas logique. Bref, un dernier mot avant de vous passer la conclusion d'Édouard Philippe et de terminer en musique comme dans toutes les émissions. Un dernier mot sur la culture toujours. Asseyez-vous. Non, franchement, restez assis. C'est là que Kevin a pleuré. Voilà, alors restez assis. Pour donner aux organisateurs d'événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. Ça fait aussi mal que la première fois. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football,
ne pourra pas non plus reprendre. Voilà, donc votre émission Carton sur Radio Fil de l'eau ne pourra pas reprendre non plus, il n'y aura rien à dire. Hein. Donc pas de manifestation sportive, donc on imagine pas de reprise du foot, mais il a parlé du foot notamment, mais on extrapole, hein. On n'imagine pas de reprise du foot, pas de reprise du rugby. Le Tour de France qui avait été décalé, pas de reprise du Tour de France non plus, peut-être en septembre, qui sait. Les JO qui ont été décalés à l'année prochaine, tu me disais Josette que visiblement c'est encore en suspens. Oui, tout à fait. S'il y a encore des cas de Covid l'année prochaine, on pourra peut-être même annuler si la pandémie JO. n'est pas maîtrisée, comme ça a déjà été reporté d'1 an, il disait que le report encore ne serait pas possible, donc ce serait carrément annulé. Effectivement. Alors moi, je suis triste aussi, mais je rappelle quand même très rapidement, parce que j'ai pas le temps, mais très rapidement, que les gens qui devaient se marier cet été ne pourront pas se marier cet été. Donc Il a dit que si, pour motif grave. Je sais pas qu'est-ce non, alors visiblement il y a quand même un très gros report massif des mariages, et je pense que tous les mariages cet été vont être reportés parce que effectivement en termes d'invités, si tu es limité à 10 invités pour ton mariage, c'est un peu la misère. Oui. Et surtout tu fais la cuisine. Moi je dirais les deux choses, donc les mariages et les décès. On continue à être effectivement en cas de décès dans des choses qui sont extrêmement inhumaine à mon sens, puisque tu meurs souvent seul, puisque les familles peuvent pas forcément être là, et derrière c'est limité à alors maximum 20 personnes. Voilà, vous avez pas forcément trop de mal mourir. Du coup, suivez le conseil de Ramzy. On va tous mourir. On va tous mourir. Bouclier anti-mourant. Bouclier empêchant la mort de passer. Bouille protégeante. Voilà, faites comme Ramzy et invoquez le bouclier anti-mourant pour passer cette période difficile et ne pas être accompagné que par 20 personnes. Il faut espérer, effectivement, parce que je comprends très bien que les matchs de foot et la saison culturelle, c'est très important. Je remets pas du tout en question, parce que voilà. Mais effectivement, c'était pas tellement le foot, moi. C'était l'émission qui va avec le foot que j'adore faire. Il y a des choses de la vie qui sont aussi actuellement un petit peu tristes à vivre pour certaines personnes. Bien entendu. Ça reste quand même une période très difficile, avec énormément de personnes mortes à travers le monde. Les chiffres, ça y est, on a beaucoup parlé de grippe saisonnière il y a 2 mois, avec non mais c'est bon, là chez nous c'est pas la peste, c'est juste une grippe. Regardez, la grippe elle tue 250 000 personnes à l'année. Bon, là on est 210 000 aujourd'hui, c'est pas terminé, et en plus les chiffres officiels ne relatent pas du tout les chiffres officieux. C'est comme dans les manifs. Les chiffres selon le gouvernement et les chiffres selon les morts. Et c'est vrai que on en a parlé, pas que nous, parce que nous, pour vous parler, on s'appuie beaucoup sur ce qui se dit ailleurs, et on est plus une revue de presse que vraiment, parce qu'on n'a pas l'occasion de partir en Chine et de voir les chaînes de gens qui font la queue pour aller récupérer des urnes funéraires. Mais effectivement, il y a plus de 50 000 urnes funéraires qui ont été distribuées en Chine pour officiellement 3 000 morts. Donc voilà, tout ça. Moi, j'ai vu passer réfléchi. Un petit Mediapart sur Rungis, qui est devenu effectivement un entrepôt pour les boîtes en bois dans lesquelles on met les gens. Cercueil, merci. Il y a des choses qui sont extrêmement humainement très difficiles à encaisser actuellement. Bon, on a essayé de vous donner l'intégralité de ce qui a été dit, parce on aurait pu passer les 1 heure de discours. Bon, on préférait le faire avec vous, c'était plus sympa, puis avoir comme invité Édouard Philippe dans notre émission, c'était bien quand même. Mais voilà, on va lui laisser la conclusion, et puis on vous présentera le titre de départ pour cette fin d'émission. Mesdames et messieurs les députés, la France est dans un de ces moments où ceux qui l'aiment et la servent doivent être à la hauteur. Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France au point qu'elle s'effondrerait. C'est une ligne de crête délicate qu'il nous faut suivre. Un peu trop d'insouciance, et c'est l'épidémie qui repart. Un peu trop de prudence, et c'est l'ensemble du pays qui s'enfonce. La stratégie que je viens d'énoncer a pour objet de nous permettre de tenir cette ligne de crête. Elle repose sur des choix que je viens de présenter,
Elle repose sur l'action déterminée du gouvernement et de l'État, sous l'autorité du président de la République. Elle repose sur la confiance que nous plaçons dans les collectivités territoriales, dans les acteurs du monde économique et social, dans les associations. Elle repose aussi, et au fond avant tout, sur les Français, sur nos concitoyens, sur leur civisme et leur discipline. Aucun plan, aucune mesure, aussi ambitieuse soit-elle, ne permettront d'endiguer cette épidémie si les Français n'y croient pas ou ne les appliquent pas, si la chaîne virale n'est pas remplacée par une chaîne de solidarité. À partir du 11 mai, le succès ne reposera pas sur la seule autorité de l'État, mais sur le civisme des Français. Et voilà, ça me paraissait important, quand même. Donc, c'est sa conclusion, donc voilà, c'était... on n'allait pas redire ce qu'il avait conclu, mais effectivement, le civisme de chacun... comme on a été acteur du confinement, on est acteur du déconfinement aussi. C'est-à-dire que si chacun y met une bonne volonté à effectivement respecter ces gestes barrières et écouter les consignes, normalement, on ne devrait pas tous mourir. Et effectivement, moi, ça fait des années que je prône la non-légifération pour tout et n'importe quoi. Ça a été expliqué dans cette allocution. Il l'a dit, que la volonté n'était pas de légiférer, mais de laisser à la responsabilité de chacun. Je trouve que c'est une bonne chose en tant que citoyen. Maintenant, voilà, voir est-ce que ça va être entendu ou pas. Et surtout, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir à quel point les gens vont sortir cette semaine avec le long week-end en se disant oui mais c'est bon, dans 10 jours ou maintenant c'est un peu la même chose quoi. Donc non, c'est pas la même chose. Tout à fait. Ça fait un peu très moralisateur et non, très donneur de leçons. Mais moi je suis d'accord avec toi. C'est pas la même chose, on l'entend, les médecins le disent, tout le monde le dit, c'est pas terminé encore. Et même si on parle déjà de la fin, on parle de la première partie possible de la fin. Si tout le monde sort et tout le monde fait n'importe quoi là, le déconfinement sera décalé de 2 semaines, 3 semaines, d'autant de temps qu'il faudra. Surtout, le premier déconfinement aura servi à rien. Oui. À rien. On aura été enfermé aussi longtemps que ça pour rien. Il n'y aura même pas de déconfinement, il n'y aura pas de... Voilà, donc effectivement, le curseur, on l'a bien compris, Édouard Philippe nous l'a bien fait comprendre, le curseur, il est fait jusqu'au 11 mai. C'est-à-dire que si jusqu'au 11 mai, tous les curseurs sont bons, sont tous au vert, à partir du 11 mai, certains d'entre nous vont pouvoir sortir et une certaine activité va pouvoir se remettre en place. Mais effectivement, s'il y a des gogos qui s'amusent une semaine avant à péter les curseurs, dommage pour les autres. Parce que ça voudra dire que, soit on sera retardé, soit quand on va être déconfiné à peu près, on aura commencé à se déconfiner, il y aura cet effet rebond et on va être à nouveau enfermé. Bon, on se retrouve dans At Home demain, sinon le périmètre d'un cercle de 100 km, ça fait à peu près 628 km. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, pas mal, tout de tête. Ouais. Bien sûr. On se quitte en musique, on est hyper en retard. On est super à la bourre. L'émission a été diffusée avec beaucoup de retard, mais... Continuez à prendre soin de vous. Et le titre, je remercie Sandra qui me l'a envoyé sur Instagram en message privé. Ça m'a beaucoup fait rigoler et beaucoup fait rigoler Kevin. Et pour l'instant, l'apéro ou le barbecue, ça se passe encore comme ça. Eh bien, Josette, à demain. À demain, Kevin. Pourquoi, alors qu'il fait si beau et qu'il fait chaud, je reste là. Moi, je veux partager du bonheur, sentir la présence de mes amis pour qu'on se mette minable, qu'on se mette minable. Je rêve d'un barbecue time, Fini les distances, rendez-vous sur Skype vers 19h et en apéro je prendrai un whisky. Mais si tu bois pas, c'est pas si grave, prends un jet de goyave de chez Pago, go, c'est du bon jus de fruits. J'ai fait chauffer ma poêle, à 200 degrés, c'est bon, je peux mettre les chipolatas. Pas de braise ni de charbon de bois, allez joins-toi à mon supervisio barbecue pour qu'on se mette minable. Je ramène les chips au Gouda, elles sont dans un bol pour qu'on se mette minable. Ça vit vraiment un bail les gars, ce soir on se la colle. On se met minable, jamais l'avocat. On se met minable, on fait la fiesta avec du Patrick Topalov. Ton
c'est un peu cheap et ça crante tout le temps dans la conversation. Et quand on se met à rire, on comprend plus trop, mais ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on est beau! Ah, mon cœur fait boum et de joie. On explose. J'ai fait chauffer ma poêle hier à 200 degrés, c'est bon, je peux mettre les chipolatas. Pas de braise ni de charbon de poêle. Et joins-toi à mon super visio barbecue. Entre amis, entre amis, entre amis. Hey, hey, hey. Entre amis, à l'ancienne. Entre amis, barbecue time, entre amis, oh. J'ai fait chauffer ma poêle hier à 200 degrés, c'était vraiment bon mes chipolatas. Ce sera merguez la prochaine fois qu'on se retrouvera à mon super visio barbecue. Pour qu'on se mette midnight. Trop content de mon barbecue time, j'ai vidé mon bord. Pour qu'on se mette midnight. Quelle idée ce barbecue time, vraiment j'en raffole. On se met j'ai vidé toute la vodka. On se met sûr qu'on se fera ça avec du David Hasselhoff.